Je m'appelle Bruno Bellamy, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. Et vous devez vous demander ce que je fais là. En fait, voilà, j'ai un parcours que j'ai envie de partager avec vous parce que il m'a amené à, notamment parce que je me suis toujours beaucoup intéressé au numérique et à ce qu'il pouvait apporter à mon métier. Et puis aussi, mon métier a énormément évolué grâce notamment à l'aide de certains outils numériques. Et puis aussi, tout le contenu de ce que je fais a été énormément nourri d'une culture qui est probablement aussi pas mal la vôtre, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la culture geek, notamment parce que pendant toute ma jeunesse, puisque c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure quand j'étais gamin. Je pense à ce genre de choses qui ont été un petit peu les précurseurs de ce qui est une réalité aujourd'hui. Enfin, on a des gadgets qui sont dans nos poches qui ressemblent à des choses qui étaient présentes comme des choses complètement imaginaires dans les univers de Star Trek, etc. Là, bon, une preuve du fait qu'on est quand même un petit peu dans un univers dystopique, c'est qu'on voit ici une scène qui représente quand même ce qui se passe en 2019, alors que, en fait, non, on n'a toujours pas les voitures volantes qu'on nous avait promises, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, ce sur quoi je voudrais argumenter déjà pour vous présenter un petit peu mon parcours, et puis après, je vais expliquer un petit peu la notion sur laquelle je veux mettre l'accent durant cette conférence, qui est la notion d'utopie, qui est une notion absolument essentielle pour moi, qui guide mon travail depuis toujours, et puis qui évolue avec le temps, et qui me semble une notion intéressante à partager avec des gens qui travaillent un petit peu sur les outils du futur, parce que les informaticiens sont un petit peu les gens qui sont en train de préparer ce que sera peut-être le monde de Star Trek en vrai. Et je pense que c'est intéressant d'amener un petit peu le point de vue d'un artiste, de quelqu'un qui travaille en fait avec l'imaginaire comme matière première, à des gens qui sont en train de construire ce futur-là, parce que je pense que ça résonne aussi avec des notions d'éthique, etc. Voilà, donc tout ça, ça a nourri énormément mon parcours, mon envie aussi de créer des mondes imaginaires. Je pense aux références qui sont là, bien sûr, et vous connaissez également. Aussi, bien sûr, dans le monde de la BD, puisque la BD, ça a été, depuis que je suis tout petit, ce que j'avais envie de faire. Voilà, je voulais être auteur de bande dessinée quand je serais grand, et puis je suis arrivé. Et voilà, bon, il y a des auteurs qui m'ont énormément inspiré pour ça, enfin, bon, des gens qui ont démarré bien avant moi, dans les années 60, 70. Et puis des supports qui ont changé un petit peu le monde de la bande dessinée, comme je pense notamment au magazine Métal Hurlant, parce qui a amené quand même un sang nouveau dans cet univers-là, qui était beaucoup un petit peu le franco-belge gros nez, où on racontait des histoires un petit peu pour se divertir, des choses pour rire, etc. Et puis qui était un univers finalement qui portait pas trop à conséquence. Et puis des gens se sont dit, mais avec la bande dessinée, on peut véhiculer des idées très importantes, on peut faire vivre des émotions très importantes, et puis on peut peut-être amener un regard différent sur la vie en général, sur le monde. Et c'est des choses qui sont arrivées dans Métal Hurlant, dans Pilote aussi à une certaine époque, etc. Et ça a changé ma vision des choses, notamment parce que quand j'étais petit, j'adorais dessiner, mais quand j'ai lu par exemple des bandes dessinées de Moebius, qui est un auteur qui a changé ma vie littéralement, je me suis dit mais moi je veux faire ça, c'est ça que je voulais faire quand j'étais petit, je voudrais être Moebius quand je serais grand. Bon, je suis juste devenu moi un peu plus qu'avant, mais c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé, enfin j'en reparlerai peut-être au cours de la conférence, ainsi que des choses venues d'un peu plus loin. Je pense beaucoup à des choses que tout le monde connaît aujourd'hui, parce qu'on a une culture du manga et des dessins animés japonais, etc., qui est devenue extrêmement courante aujourd'hui. Mais là, je parle de choses que je découvrais au milieu des années 80, notamment en rencontrant un auteur américain qui s'appelle Geof Darrow, qui a été connu plus tard. Mais là, il venait de débarquer à Paris pour travailler avec Moebius. Alors, encore un fan de Moebius, on s'est rencontrés entre fans de Moebius. Il voulait faire de la bande dessinée comme Moebius. Il était venu de Los Angeles où il travaillait pour Hanna-Barbera. Et puis plus tard, il a été un peu plus connu pour être le designer des machines et des vaisseaux qu'il y avait dans les films Matrix. Ça doit vous dire quelque chose aussi. Donc voilà, ce gars-là m'a montré des petites BD qui avaient l'air de rien et qui venaient du Japon. Ils en lisaient comme ça, ils les importaient en japonais en Californie, parce qu'il avait regardé mes dessins qui étaient déjà... qui avait déjà un style un petit peu affirmé. Il m'a dit c'est marrant, ça ressemble un peu à ce que font les Japonais. Et donc il m'a montré des choses de Akira Toriyama. À l'époque c'était Dr Slump. Et puis après, petit à petit, c'est devenu populaire. On a commencé à voir les dessins animés à la télé. Et puis les gens se sont rendus compte que ces dessins animés étaient en fait l'adaptation de bandes dessinées qui paraissaient dans des magazines mensuels et tout. Donc voilà, c'était une époque qui était un petit peu
où il y avait des gens qui étaient un petit peu les précurseurs de ces trucs-là, et des choses qui n'étaient pas encore très connues, mais qui sont devenues populaires petit à petit. Bon, évidemment, Hayao Miyazaki, autre, enfin très très grand utopiste, qui a été aussi une influence colossale pour moi, parce qu'il a amené, je pense, une vision complètement nouvelle sur les mondes imaginaires, sur l'utilisation de l'imaginaire pour éveiller chez les gens des choses qui étaient plus tout à fait de l'ordre du discours. Alors je vais y revenir aussi, je vais vous évoquer un petit peu toute cette mécanique que j'ai aussi comprise au fur et à mesure de mon cheminement, et puis les éléments qu'il m'importe de partager à ce sujet, parce que je pense qu'ils sont importants pour tout le monde. Donc il a amené une façon de faire des films où véritablement il évoquait des choses sans forcément tenir un discours explicatif, analytique, logique, rationnel, comme ce que je suis en train de faire en ce moment par exemple, mais où véritablement il faisait vivre des choses qui peuvent complètement changer le regard qu'on a sur le monde, alors que le film ne dit pas voyez les choses comme ça, ou comprenez ceci et cela, etc. Il faisait vivre véritablement des choses dans les tréfonds de l'être, et c'était pas du Disney. Vous allez voir, enfin bon, sans porter de critique trop violente à l'égard de Disney, mais voilà, on va voir un film qui est là pour nous divertir, et puis à la fin tout finit par des chansons, etc. C'est sympa, on passe un très bon moment, mais on sort du cinéma et on revient dans la vie qui était celle d'avant rentrer dans la salle. Rien n'a changé. On voit un film de Miyazaki, moi je pense notamment à Kiki's Delivery Service, qui est une histoire d'une petite sorcière, c'est-à-dire tout mimi, tout bisounours comme ça, et en réalité il y a des choses comme ça qui sont colossales dans cette histoire, qu'on vit, qu'on ressent. Et vous ne savez pas forcément mettre des mots dessus, mais il s'est passé quelque chose en vous, et vous ressortez de ce film, et vous n'êtes pas la même personne. Et ça aussi, c'est des choses qui m'ont animé depuis tout gamin, qui ont fait que j'ai voulu faire de la bande dessinée, parce que j'ai lu des livres, j'ai vu des films, j'ai découvert des histoires, ou même de simples dessins, qui m'ont amené à penser que l'imaginaire, et notamment l'imaginaire qu'on emploie pour essayer de faire vivre des choses aux gens, en leur racontant des histoires, en leur montrant des images, en leur faisant ressentir des choses, c'était quelque chose d'une puissance phénoménale. Et j'ai parlé de dystopie tout à l'heure en montrant des univers un petit peu sombres. La preuve est faite, je crois que l'imaginaire peut aussi servir à construire des cauchemars et à les rendre réels. On peut construire toutes les bombes, les armes de guerre ou des cités bétonnées, etc. ont été pensées, imaginées par des gens. C'est la preuve qu'on peut aussi faire le contraire et bâtir des imaginaires, bâtir des univers avec l'imaginaire et changer le monde, littéralement. Et donc voilà, moi je veux parler de ces choses-là parce que je pense qu'elles sont absolument essentielles. Je parlais de ces époques un petit peu reculées, maintenant c'est vraiment les années 80, le début des années 80, où on a vu arriver des choses incroyables, et notamment cette révélation, on peut faire des images avec des ordinateurs. Bon, alors dans le cas de Tron, c'était un petit peu... C'était à la limite vrai parce qu'il y avait plein de séquences qui étaient tournées absolument pas avec... Et moi, on avait parlé de diodes avec plein de petites couleurs façon arbre de Noël, et j'y ai pas droit en fait. C'est Tron qui m'a fait penser. Et voilà, bon voilà, ça c'était mon époque, c'était l'époque où je me rendais compte qu'il y avait des choses qui allaient être possibles, et qu'on allait vraiment pouvoir faire quelques années après, des images avec des ordinateurs et tout, et donc peut-être commencer à faire des choses différentes, et puis à les diffuser différemment, etc. Et c'est arrivé pour de vrai en plus. Et donc voilà, j'avais un Apple IIe, j'ai commencé à bricoler des trucs dessus. J'ai raconté dans une conférence une anecdote pour de rire, mais j'avais un ami qui travaillait dans l'image de synthèse. Alors c'est extraordinaire, il y avait très peu de gens qui voyaient en vrai les machines de Silicon Graphics, etc. Et il y avait les clés du studio, il travaillait, il faisait des images pour de la pub en fait, il faisait en virtuel des pots de crème anti-rides pour mettre dans les pubs, etc. Et le week-end, les machines n'étaient pas utilisées, alors... il y avait les clés, on allait jouer sur des Silicon Graphics qui coûtaient une fortune. Et donc voilà, entre autres anecdotes pour raconter un petit peu le contexte de ma jeunesse et de mon contact avec le monde du numérique. On s'amusait à jouer à des simulateurs de vol et puis à faire des petites images de 3D comme ça pour de rire. Et les calculs étaient envoyés dans une pièce qui était à côté, qui était un peu réfrigérée, où il y avait cette espèce de mini-frigo là, sur lequel il y avait marqué Pixar. Et on jouait avec une machine qui valait probablement le prix du bâtiment où on était. Et donc voilà, c'est des choses après coup, ça m'a quand même bien fait rire. Et là-haut, un blob très bizarre, où peut-être peu de gens ont une idée de ce que c'est. Il s'agit d'un truc, là c'est pareil, c'était complètement innovant.
et c'était complètement bizarre et c'était véritablement magique. C'était dans Temps X, l'émission des frères Bogdanov, ils avaient montré alors ils disaient voilà, ça a été fait sur un ordinateur, imaginez des super calculateurs colossalement puissants et tout, ça avait pris seulement 2 mois pour calculer un truc de 30 secondes, qui montrait en fait le retournement de la sphère. Et le retournement de la sphère, donc c'est une équation en topologie qui a été mise au point par un mathématicien français qui s'appelle Monsieur Morin. Il y avait Jean-Pierre Petit aussi, je crois, qui avait participé à ce projet, et qui permet de faire passer la face interne d'une sphère à l'extérieur sans créer de rupture topologique. Alors bon, c'est des concepts un peu farfelus, mais c'était passionnant. À l'époque, on avait vu très très peu d'images faites véritablement par un ordinateur, de voir qu'on pouvait utiliser ça pour rendre visibles et presque tangibles des choses qui n'étaient que des concepts mathématiques. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement commun. À l'époque, c'était véritablement magique. On n'avait aucune idée de la manière, enfin le commun des mortels était juste émerveillé de voir ce genre de choses, enfin, dont moi, mais surtout on se disait mais c'est génial, bientôt on pourra faire ça à la maison, c'est trop génial. Et donc oui, c'est arrivé pour de vrai. Donc est arrivé le moment où j'ai commencé à essayer de me lancer dans le métier parce que je dessinais déjà beaucoup, puis je me suis dit il faut quand même que j'essaye d'en faire mon métier. Donc je suis parti avec mon carton à dessin et puis j'ai été visiter les rédactions de magazines qui m'intéressaient, parce que de toute façon je suis une tête de mule, je ne fais que ce que j'aime. Et donc, comme je m'intéressais à l'informatique et que j'avais mon Apple II chez moi, et puis ma petite sœur avait un Atari ST, donc je suis allé voir Atari Magazine, non pas Atari Magazine, ST Magazine, excusez-moi, qui parlait d'une de ces machines qui, à l'époque, commençait à concurrencer les premiers Mac, etc. Et donc, j'ai fait quelques petits dessins pour eux. Et là, notamment, une chose dont je ne suis pas peu fier, je crois, enfin, c'est une des premières bandes dessinées numériques, véritablement. Elle date de, je ne sais plus, 86, je crois, ou un truc comme ça, ou 87. Et à l'époque, il y avait eu 1 ou 2 trucs en noir et blanc avec plein de petits points qui avaient été faits sur des Mac 128 ou des trucs comme ça. Et c'est une des premières bandes dessinées numériques en couleur, peut-être la première en couleur. Et c'était paru dans ST Magazine. Alors là, je vous laisse admirer la résolution. On était en 320 par 200 et avec 16 couleurs par 1512. Et c'est pas sur un écran, hein, c'est 3 captures d'écran qui ont été mises l'une sur l'autre pour faire une page de bande dessinée. Enfin bref, c'était la préhistoire, mais c'était vraiment rigolo. Et puis de là, je suis parti à travailler aussi avec des magazines de jeux de rôle. Alors ça aussi, c'est vraiment des éléments de la culture geek, enfin de tous ces petits éléments qui ont été les ingrédients de ce qui est devenu la culture geek, avec notamment le magazine Casus Belli, où je suis rentré un petit peu par hasard, mais enfin aussi parce que voilà, il présentait les choses qui se passaient dans des univers imaginaires, et moi je me dis voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Il y a des elfes, des lutins, des orques, des super nanas avec des armures et des grosses épées, etc. Et donc j'avais, ça marche toujours, là, les filles avec les épées, ça a toujours un certain succès. Et je suis arrivé chez eux et puis j'ai bossé pendant 14-15 ans avec quasiment un de ces personnages dans chaque numéro. Alors c'est l'époque aussi où est arrivé le sobriquet de mes personnages, puisque j'avais pris cette habitude, mais elle est quelque part, quasiment dès le départ, j'ai commencé à faire des jolies filles qui égayaient des pages de magazines qui étaient parfois un petit peu austères. Je parlais d'ST Magazine, mais il faut comprendre qu'on parle d'une époque où, pour avoir du visuel, en fait, on faisait des captures d'écran, c'est-à-dire qu'on posait un appareil photo devant une télé, vous savez, les machins cathodiques avaient une surface toute ronde, et donc il fallait éviter les reflets, et puis il fallait prendre 4 ou 5 photos pour éviter de capturer la barre horizontale pendant le balayage de l'écran. Alors évidemment, comme je disais, je parlais de la préhistoire, là c'est les mammouths laineux foulaient encore le sol de nos prairies, et donc il fallait égayer des pages qui étaient passablement austères, quand on n'avait que des pages de code avec des trucs en basique, le GFA basique à l'époque qui tournait sur ST, qui était un langage vraiment génial. Il fallait quand même des trucs un peu plus mignons, et donc j'essayais d'apporter un petit peu de douceur dans cet univers un petit peu technique, et ce qui s'est développé assez rapidement parce que moi, mon idée, dès le départ aussi, c'est pour ça que je parle d'univers imaginaire, c'était aussi d'apporter quelque chose qui manquait. C'est-à-dire que je voyais quand même qu'on avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire pour un public un petit peu jeune. Et puis, dès que c'était un tout petit peu sensuel, un petit peu sexy, tout de suite on avait des levées de boucliers, et il fallait surtout pas montrer ça aux gamins, etc. Et il me semblait qu'il y avait un gouffre épouvantable dans lequel d'ailleurs tout ce qui était dans la culture manga avait beaucoup de réponses en fait, beaucoup d'offres pour cette demande-là. C'est d'ailleurs
en grande partie ce qui a permis le succès du manga en Occident, c'est le fait qu'il y avait finalement une imagerie et des récits qui étaient, disons, gentiment érotiques pour un public assez jeune, qui étaient adaptés à ce public et qui étaient complètement inexistants dans notre culture, parce que soit on faisait des choses pour les petits, soit on faisait des choses pour les grands. Il fallait bien que la différence se voie, et donc si c'était pour les grands, il fallait que ce soit complètement trash, et si c'était pour les petits, il fallait que ce soit complètement bisounours. Et je trouvais vraiment qu'il manquait quelque chose entre les deux, et donc j'ai essayé de faire quelque chose qui me plaisait en tout cas, c'est-à-dire faire des personnages qui avaient une certaine sensualité, une certaine tendresse, un certain charme, qui avait quelque chose de positif et qui n'était pas de l'ordre de la manipulation, de la provocation. Et ça n'existait quasiment pas, et assez rapidement, les lecteurs ont beaucoup apprécié ce que je faisais, et puis les éditeurs se sont rendus compte que ça marchait bien, donc notamment Casus Belli qui a eu la gentillesse et l'intelligence de me demander d'en faire un peu plus jusqu'à ce que j'en fasse dans chaque numéro. Et le sobriquet est arrivé, on a appelé, puisque je m'appelle Bellamy, on a appelé ces personnages les Bellaminettes. D'où le nom de mon site web, bellaminette.com, et qui est un vieux machin aussi. Mon site web, c'est aussi un truc, enfin, vieux machin, non, il y a du contenu assez régulièrement, mais il existe depuis fin 95, je crois. Il me semble, puisqu'à l'époque il y avait très peu de gens, il y a notamment Casa qui arrivait juste après, des gens comme ça, mais il me semble bien que j'étais le premier auteur de bande dessinée en France à avoir un site web. À l'époque on disait un site perso. Et puis voilà, et à commencer à mettre par exemple toutes les semaines des petits croquis, et puis à recevoir un petit peu des retours des gens, etc. Et à l'époque le terme blog n'existait même pas, donc tel Monsieur Jourdain, je faisais du blog sans le savoir. J'ai bossé aussi pour la presse jeux de cartes, les jeux de cartes à collectionner, les cartes Magic aussi, qui est aussi un élément, un des piliers de la culture geek. Donc des magazines comme Lotus Noir, Mana Rouge, etc. Et puis des magazines d'informatique, avec notamment ce monument qui est le virus informatique, qui reparaît depuis un peu plus d'un an, je crois, et dans lequel je continue à faire des dessins, qui a toujours été un petit peu le canard enchaîné de l'informatique, qui dénonce un petit peu tous les scandales et qui parle de l'informatique en termes un peu plus rudes que beaucoup de magazines qui n'osent pas trop dire du mal de produits, dont par ailleurs ils passent des publicités dans les mêmes pages, parce qu'évidemment ils dépendent pas mal de leurs annonceurs, chose que le virus informatique n'a jamais fait, puisqu'il n'y a aucune publicité dans ce magazine. Et puis la presse Linux, et la presse qui parle du logiciel libre en général, ainsi que des contributions à des projets libres, notamment, j'aime bien mon pingouin de Che Guevara, il est sympa. On l'avait décliné en t-shirt à l'époque, et ça rendait pas mal. Et puis des trucs, la mascotte de French Mozilla, la traduction française de ce qui est devenu Firefox. Et le petit pingouin surfeur, alors celui-là j'en suis très fier parce que c'était un projet quand même vraiment très innovateur. Et puis la personne avec qui j'ai travaillé à l'époque, Roberto Di Cosmo, qui est un très 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 grand théoricien et un grand pédagogue du logiciel libre en France, c'était Demo Linux. Qui était, je crois, le premier Linux qui était bootable sur un CD, donc qui était un outil formidable pour permettre à des gens qui étaient habitués à Windows de passer à une expérimentation, en tout cas, du logiciel libre, en mettant un CD dans leur ordinateur sans rien installer sur leur disque dur, où ils pouvaient démarrer sur un système Linux avec les lenteurs d'accès du CD, mais quand même en vrai, quoi. Et donc voilà, il avait lancé ce projet, donc j'avais eu l'honneur de pouvoir faire l'illustration de la pochette du CD, et puis une petite pin-up, une petite démon pour un t-shirt pour une convention BSD, je ne sais plus dans quelle ville, j'ai oublié. De là, je suis enfin passé à la bande dessinée, parce que c'était mon rêve depuis toujours, c'était de raconter des histoires et pas seulement de faire des jolis dessins, parce que bon, on peut raconter plein de choses dans un dessin, mais ce que je voulais, c'était avant tout créer véritablement des univers, raconter des histoires, faire vivre des personnages et construire d'autres mondes possibles. Ça, c'est le point auquel je vais arriver, je vais finir par y arriver. J'ai démarré, c'était mon premier album, il est sorti en 93, c'était sur un scénario de Marc Batty, qui est aussi un auteur de bande dessinée, qui avait travaillé avec Moebius. Et quand il m'a dit « Ouais, ça te dirait que je te fasse un scénario ?» et tout, c'est génial, je travaille avec un type qui a travaillé avec Moebius, c'est comme si je travaillais avec Moebius. Donc voilà, je suis devenu son padawan, comme il était le padawan de Moebius, c'est trop marrant.
et on a fait quand même 3 albums. Juste pour la petite anecdote historique et technique, le 2e tome, donc là c'est la couverture, parce que j'aimais bien faire les couvertures en recto verso, donc moi je prenais toute la place qu'on me donnait, si je pouvais faire un dessin sur... dans les coins des pages, je l'aurais fait. Le fond qu'on voit là, bon, là, dans l'histoire, c'est censé représenter une espèce d'espace entre les univers, entre les réalités. Donc de là, on peut aller dans toutes les réalités possibles. Et donc, il fallait montrer une infinité de portes qui mettent sur autant de mondes possibles. Alors, on est à fond dans le thème de l'utopie. Mais moi, dans ma tête, voilà, je voyais un truc à la Escher, avec une perspective curviligne et un truc juste complètement impossible à dessiner, quoi. Et donc, enfin si, c'est possible, Escher faisait ce genre de truc, mais j'avais pas la patience de ce gars-là. Et puis surtout, c'était trop l'occasion d'écrire le programme qui allait me fabriquer le décor, et donc je me suis pas privé. Mais bon, c'était complètement rudimentaire, hein. J'ai fait ça en basique, et puis... ça a été très très lent à calculer, évidemment, et puis après j'ai sorti ça sur une imprimante matricielle en plusieurs morceaux. Il a fallu faire les calculs pour découper toute l'image en différentes parties, après recoller les trucs et puis l'agrandir à la photocopieuse. C'était très rustique, mais c'était trop rigolo à faire. Et puis reporter tout ça sur une grande feuille à la table lumineuse, à la plume, parce qu'en vrai c'est fait à la main tout ça à la fin. Et donc voilà, on a là un fond informatique. Alors évidemment maintenant... je ferais ça complètement différemment. Je pense que j'écrirais un petit programme en Python dans l'interface de programmation qu'il y a dans Blender, des choses comme ça. Mais voilà, c'était pour l'anecdote. Puis une autre série chez un autre éditeur, les éditions Delcourt. Le premier, c'était aux éditions d'Argo, avec de plus en plus d'utilisation de l'informatique dans la conception des décors et dans la réalisation des couleurs. Avant, tout était fait en analogique pur et dur. Là, des petits exemples de ce que j'ai fait pour le travail sur cette BD, avec l'intérieur d'un palais qui est une espèce de cathédrale gothique, et puis tous les éléments pour la création du décor dans une page, avec des espèces d'éléments de salle de bain un petit peu rustiques, un petit peu médiévaux, tout un tas de projets qui n'ont ensuite pas vu le jour, parce que là je vous parle d'une séquence de temps j'essaye de résumer ça en 25 minutes, mais en gros je vous parle de 25 ans de carrière, et de la manière dont j'ai compris aussi comment fonctionnait le monde de l'édition, et comment le marché qui consistait à exploiter le travail des artistes-auteurs pour le valoriser et puis pour amener ça dans les librairies, fabriquer des produits que les gens avaient envie de lire, etc. Comment il fonctionnait en réalité. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, surtout parce que c'est scabreux, puis que moi j'ai plutôt envie de parler de trucs fun. Dès le départ, je vous ai dit que j'allais vous parler d'utopie, donc que les gens qui sont allergiques aux idées positives et à l'ambiance bisounours se bouchent les oreilles, parce qu'ils vont avoir un malaise. Donc voilà, ça c'est des projets sur lesquels j'ai travaillé, que je finirai peut-être un jour, peut-être avec des solutions de crowdfunding, des choses comme ça, mais qui n'ont même pas valu une réponse de la part des éditeurs, y compris des éditeurs avec lesquels j'avais déjà travaillé, parce que voilà, c'est un contexte qui est devenu extrêmement défavorable aux auteurs, qui pratique ce que certains ont politiquement appelé la pêche à la grenade, c'est-à-dire que, en fait, pour résumer, disons que les maisons d'édition se sont rendues compte que faire un véritable travail d'éditeur qui consiste à sélectionner des ouvrages, recevoir des auteurs, essayer de comprendre leur œuvre et d'évaluer si c'est intéressant d'essayer de les développer et de les vendre, en fait, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et puis, ça suppose de faire appel en interne à des gens qui vont être des commerciaux, qui vont aller démarcher les libraires, qui vont faire une étude de marché, qui vont assurer le suivi de la réalisation de l'œuvre, etc. Tout ça, c'est des salaires, c'est un pognon de dingue. Donc, c'est même pas la peine d'en parler. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, même quand ils fournissaient un travail considérable pour essayer de bien sélectionner une œuvre et de bien la vendre, et ben, des fois, ça marchait pas. Parce que, comme d'autres l'ont expliqué dans d'autres conférences, et ben, quand on a affaire à l'utilisateur final, on a affaire à un autre cerveau dans lequel il se passe absolument tout et n'importe quoi, et vous ne pouvez pas prévoir ce que veut véritablement le lecteur. Donc ils se sont dit, c'est pas grave, on va faire plein de bouquins. En plus, avec le numérique, youpi, on peut graver les plaques pour les rotatifs beaucoup plus vite, on fait la photogravure beaucoup plus vite. En plus, on peut arriver à convaincre les auteurs d'acheter un ordinateur et de scanner eux-mêmes leurs pages. Donc ils vont même plus nous apporter des pages qu'on va devoir scanner avec des bandes repro, etc., avec du matériel qui coûte très cher. Ils vont nous envoyer les fichiers sur le serveur, et on va gagner plein de temps et plein d'argent parce qu'on ne dépensera plus notre temps, nos sous et donc des gens à employer, à fabriquer le livre une fois que l'auteur a réalisé l'œuvre. Et du coup, il y a moyen de faire grosso modo 10 fois plus de bouquins avec le même budget.
Ce qui fait que d'ailleurs, en fin de chaîne, l'auteur, il est payé à peu près le 10e de ce qu'il aurait eu, mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire que s'il accepte de faire ça, pourquoi se priver? Et donc, le marché s'est dégradé petit à petit vers un système où finalement les éditeurs remplissaient les librairies avec de plus en plus de bouquins qui restaient de moins en moins longtemps dans les rayons des libraires. Si ça ne se vendait pas, c'était pas grave, les libraires les renvoyaient et puis ça devenait du papier recyclé. Vous travaillez un an et demi tout seul sur une histoire dans laquelle vous avez mis vos tripes, toute votre vie, toute votre passion, et puis au bout de 3 semaines, l'éditeur dit bon, on ne fera pas le tome 2 parce que de toute façon ça ne marche pas, on s'arrête. Un projet pour lequel il a signé, c'est-à-dire sur lequel il s'est engagé, en théorie, à prendre des risques et à répondre à l'obligation première d'un éditeur, telle qu'elle est définie dans le Code de la propriété intellectuelle, puisque ce code dit, la loi dit, l'éditeur s'engage à assurer à l'ouvrage une exploitation commerciale permanente et suivie. Donc, c'est absolument pas ça, et tant que les auteurs se laissent faire, ben, ça continue. Donc, comme ça a commencé à se savoir que je réfléchissais un peu à ce genre de choses et que j'en parlais autour de moi, petit à petit, mystérieusement, au fur et à mesure que j'envoyais des projets, j'avais plus du tout de réponse, et puis j'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul, donc ce que je fais désormais. Est arrivé le moment où, à force d'envoyer des projets sans recevoir de réponse et donc à vivre sur mes réserves, j'avais plus du tout de moyens de survie. Il restait un petit peu d'argent sur mon compte bancaire, et tout ce que j'avais fait, parce que faire un projet, c'est écrire un scénario en entier, il faut savoir comment l'histoire va se terminer, il faut développer ses personnages, il faut leur créer un passé, il faut faire des pages pour montrer à quoi ça pourrait ressembler, etc. Même avec des gens avec qui vous avez déjà travaillé, en réalité, il faut leur montrer que sur ce projet-là, ça peut tenir la route, parce que vous avez fait tant de pages, 4 ou 5 pages que vous avez réalisées entièrement, etc. Donc tout ça, c'est du bénévolat pur et simple. Et donc c'était quand même assez difficile, et manquant un peu aussi du plaisir qu'il y a à faire véritablement des bandes dessinées pour qu'elles soient lues, j'avais pendant ce temps-là réalisé par épisode une petite bande dessinée sur mon blog qui racontait les histoires d'un petit couple, c'est une histoire un petit peu romantique, qui se retrouvait sur Mars. Bon, c'est un auteur de bande dessinée qui part un peu en stage sur la planète Mars, qui rencontre une jolie martienne, et puis il découvre tout un tas de choses dont je vais vous parler un petit peu par la suite. J'avais construit comme ça une petite utopie romantique, et puis avec des idées un peu politiques, un peu positives, et pour m'amuser. C'était pas pour faire un livre, c'était pas pour le vendre à un éditeur, c'était vraiment pour, pendant que j'attendais désespérément des réponses des éditeurs, c'était pour faire de la bande dessinée, et puis faire ce qui me tenait tellement à cœur, c'est-à-dire créer ces univers imaginaires, créer des maquettes de mondes possibles, et puis les proposer à lire à qui on voulait. Et donc est arrivé le moment où j'avais presque plus d'argent, où j'avais enfin compris, après 25 ans de carrière, que non, les éditeurs n'étaient pas un intermédiaire efficace et pertinent entre moi et les lecteurs, mais c'était en train de devenir un obstacle, et où j'avais quand même une centaine de pages, en fait. Je me suis dit, mais le bouquin, je peux le faire moi-même. Et il y avait aussi que, comme j'avais une certaine audience, bon, pas énorme, hein, il y a plein d'auteurs qui se débrouillent bien mieux que moi à ce niveau-là, et qui sont beaucoup plus présents et efficaces sur les réseaux sociaux, mais tous ces gens qui lisaient les magazines de jeux vidéo, les magazines d'informatique, même les rôlistes, etc., qui étaient beaucoup des gens qui étaient présents sur Internet, même au temps jadis, hein, dans les années 90, et ben, c'était des gens qui avaient suivi un petit peu le développement de ce projet et qui étaient des lecteurs potentiels. Donc je me suis adressé à ces gens-là, j'ai annoncé la sortie de mon bouquin, j'ai trouvé un imprimeur, je lui ai dit voilà, il reste tant d'argent sur mon compte pour ce prix-là, que je peux avoir combien d'exemplaires d'un bouquin de 150 pages. Et donc je pouvais faire 150 exemplaires, et puis après c'était le saut dans le vide, quoi. Et donc j'ai fait imprimer mes 150 exemplaires, j'ai installé un PrestaShop dans mon site web, j'ai créé ma petite boutique en ligne, et puis j'ai été sur Facebook, Twitter et tout le bazar, et j'ai dit bah voilà, je sors ma BD, la même que vous avez lue sur mon site, hein, enfin bon, j'avais retouché les trucs, j'ai amélioré le lettrage, j'ai rajouté des petits épisodes, etc. Il y a des choses en plus, mais voilà, les gens, ils avaient lu l'histoire. Et j'aurais dit, bah, si vous aimez ce que je fais, achetez mon bouquin. Et j'avais vendu mon premier tirage avant de le recevoir de l'imprimeur, j'ai réimprimé. Et puis petit à petit, voilà, ça a marché et j'ai acquis une certaine autonomie.
à l'issue de laquelle je me suis dit, mince, finalement, c'était peut-être pas moi le problème. Parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire vous confiez un album à un éditeur, l'éditeur ne le vend pas, parce que bon, il y a des querelles internes dans l'entreprise, etc., c'est compliqué. L'éditeur ne le vend pas, et vous vous dites, c'est peut-être mon bouquin qui est nul, c'est peut-être moi qui suis nul, j'ai peut-être vraiment pas fait ce qu'il fallait pour que mon histoire puisse intéresser les gens. Et sauf que voilà, en fait, s'il y a moyen, il faut juste peut-être un peu moins compter sur les autres maillons de la chaîne. Il y en a deux qui sont vraiment intéressants, c'est le lecteur et l'auteur. Enfin, au final, on peut fonctionner avec ces deux-là. Et donc, je me suis ouvert une page sur Tipeee, qui est un système de mécénat participatif. Donc là, là aussi, on est dans un système complètement utopique, et j'ai trouvé ça absolument génial, et j'y ai découvert des choses auxquelles je ne m'attendais pas. On est en pleine sérendipité. Je cherchais un truc, et j'ai découvert beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que je cherchais un moyen de survivre matériellement, et puis j'ai découvert un moyen de vivre vraiment moralement, qui est extraordinaire, parce que l'idée, là, ça n'était pas de dire, voilà, on va faire une transaction. Je vous offre un projet, un produit, et puis vous m'envoyez des sous, et puis voilà, je vous livre le produit et je vous rends la monnaie. Là, c'est complètement différent. C'est des gens qui aiment bien ce que je fais, qui ont suivi mon travail depuis toutes ces années, etc., et qui ont envie que je continue. Ce qui est cool. Alors, franchement, je suis ravi avec ça. Et donc, les gens m'envoient des sous, et les sous, c'est pas en échange de quelque chose. Les sous, c'est pour dire, vas-y, fais ce que tu aimes, puisque c'est ce qu'on aime aussi. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça me permettait de rester dans cette optique à laquelle je crois énormément, qui est qu'un artiste, ça n'est pas quelqu'un qui est là pour fournir une espèce de service qui va répondre à une demande spécifique, mais c'est davantage quelqu'un qui est là pour user de sa subjectivité, pour faire quelque chose de personnel, pour faire quelque chose de sensible, et qui, ce faisant, va en fait véritablement toucher les gens parce que ils ont eux aussi une sensibilité personnelle, subjective, une certaine vision du monde, certains goûts, et ils vont être probablement surpris. Je parlais tout à l'heure du fait que voilà, on s'adresse à quelqu'un d'autre, à un être humain, c'est un autre cerveau d'une complexité phénoménale, et donc qui est totalement illisible, imprévisible, et qui va recevoir ce que l'on fait d'une manière qu'on ne peut pas prédire. Mais voilà, il y a aussi les familles de sensibilité. Il y a des gens qui aiment certaines choses, et puis si leurs goûts sont assez similaires à ceux de l'auteur, et l'auteur peut leur faire plaisir en leur proposant quelque chose qui vient de lui, mais qui va également leur convenir. Et donc voilà, ce système a fort bien fonctionné, et donc je suis dans cette situation que je trouve très intéressante, non seulement parce qu'elle est positive, mais aussi, et ça c'est génial, parce qu'elle est complètement subversive, qui est que je sors d'un système de transaction, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez une demande, j'ai une offre, je vous fournis le produit, je vous rends la monnaie. Là, on est dans un système où les gens participent, et ça leur fait plaisir, à un projet par lequel moi, en me faisant plaisir, je leur fournis quelque chose qui va pouvoir et les surprendre et leur plaire. Et en suivant aussi cette idée à laquelle j'accorde aussi énormément d'importance, et je pense qu'elle est transposable à énormément de métiers, en tout cas les vôtres certainement, c'est qu'on ne fait rien mieux que ce que l'on fait avec plaisir, que ce que l'on aime faire. Dans le secteur de l'art, c'est particulièrement essentiel, mais c'est vrai aussi quand on écrit du code, je pense qu'il y a une véritable part de création là-dedans qui repose aussi sur ce principe. Quand on fait quelque chose avec plaisir, ça passe dans l'œuvre, ça passe dans le résultat. Il m'est arrivé de travailler dans des conditions vraiment pénibles parce que je travaillais par exemple pour des éditeurs qui m'avaient déjà fait des coups forés et je m'attendais en fait, et ça c'est en général vérifié, à ce qu'ils ne me payent pas les boulots que je leur livrais, et j'étais vraiment énervé, j'étais extrêmement déçu. Pas pour des histoires d'argent, c'était pas un problème numérique, c'était véritablement un problème humain, c'était qu'ils ne me considéraient pas comme une personne au même titre qu'eux. Quand un rédacteur en chef qui prend le temps en général de me donner les indications pour que je fasse les illustrations pour des articles qui vont convenir aux articles que lui connaît et que moi j'ai même pas eu l'occasion de lire, et qui un vendredi soir me dit voilà, il me faut des dessins sur tel et tel truc, etc. J'ai pas le temps de te donner les détails. On est vendredi soir et moi il me faut les dessins pour lundi matin et je peux pas te donner les détails puisque je pars en week-end. Et donc moi, si je veux partir en week-end, c'est cuit, quoi, c'est mort. Et donc voilà, on réalise qu'on n'est pas une personne au même titre que le commanditaire, et qu'on n'a pas les mêmes droits, qu'on n'est pas au même niveau,
on est un peu moins une personne que lui. Et quand on a affaire, par exemple, à un éditeur qui sait que la règle numéro 1 d'un bon éditeur, c'est de ne jamais donner à un auteur suffisamment d'argent pour qu'il puisse se payer un avocat, et que par conséquent, le code de la propriété intellectuelle n'est qu'un... Comme ils disent dans Pirates des Caraïbes, hein, c'est pas vraiment un code, c'est plus des lignes directrices, et qu'un contrat lui-même n'est qu'un bout de papier. Et ça, vraiment, c'est une... Enfin, c'est un peu rude de dire ça, mais vraiment, c'est une conviction que j'ai acquise pendant toutes ces années. Dans le monde de l'édition, en tout cas, les contrats n'ont aucune valeur. Plein de fois, ça m'est arrivé d'être confronté à des gens qui ne respectaient pas les contrats. Et donc, voilà, c'est pareil, c'est blessant, encore une fois, non pas pour des histoires d'argent, même si, de fait, il m'est arrivé parfois de perdre un tiers de mon chiffre d'affaires, qui était déjà pas bien épais, juste parce que j'avais affaire à des gens irrespectueux. Mais voilà, dans le monde de l'édition, c'est assez terrible, et tout part notamment de cette idée fausse que les artistes n'ont pas un vrai métier et qu'ils font ça pour le plaisir et que par conséquent, c'est pas grave de ne pas les traiter comme des personnes. Et là, c'est complètement différent. J'ai des gens qui me sponsorisent parce qu'ils aiment ce que je fais et ils veulent que je fasse ce que j'ai envie de faire parce qu'ils savent que c'est ça qui va les surprendre d'une manière plaisante. Et moi, en retour, je peux leur faire des cadeaux. Je fabrique des produits, je fais des tirages limités, je leur envoie par la poste, etc. Je joue au Père Noël. Et c'est génial. Je ne suis pas là en train de me dire le produit me coûte tant, ça va me coûter tant de l'expédier, etc. Mais comme ils m'ont envoyé tant, au final, c'est rentable. C'est pas ça. Je sais que, grosso modo, dans le budget que j'ai grâce à ces gens-là, j'ai la possibilité de leur faire des cadeaux. Et je vais tout joyeux à la poste avec mon sac à dos rempli de tirages limités et je les envoie à tous ces gens et je suis très très content de pouvoir les remercier. Et je sais que je fais des tirages au sort et les gens vont gagner des dessins originaux, des aquarelles, etc. pour quelques euros. Et je sais que la personne qui va recevoir ça va être super contente parce que vraiment c'est Noël, quoi. Et je trouve ça délicieusement subversif. On est complètement aux antipodes d'un système où tout fonctionne par transaction et où quoi qu'on fasse, on aura toujours l'impression de s'être fait voler par la partie en face. Enfin, c'est carrément un autre système. Et donc, grâce à ces gens-là, à leur soutien, je suis en train d'aborder la suite de ma petite BD. Donc ça, voilà, c'était le premier tome, c'était le fameux bouquin qui a changé ma vie, en fait, dans lequel j'ai découvert une liberté extraordinaire de faire ce que je voulais faire, et puis de travailler dessus avec plaisir et liberté, avec cette chose que j'avais découverte en regardant les BD de Moebius quand j'étais gamin. Je me disais, mince, mais ce gars-là, il se donne aucune véritable contrainte, il veut développer un univers, il le fait, et on a l'impression qu'il ne rend absolument pas de compte à un éditeur ou qu'il ne se demande pas qu'est-ce que le lecteur a envie de lire. Il crée un monde, il y fait vivre ses personnages et il peut, ce faisant, se réaliser lui aussi. Et donc là, moi, dans tout ce que j'ai découvert dans ce processus, en vivant les choses que je vous ai dit avoir vivre avec des maisons d'édition et puis en découvrant une autre façon de travailler, j'ai petit à petit commencé à réaliser cette chose que j'avais tellement envie de réaliser depuis que j'étais gamin, c'est-à-dire utiliser mon imaginaire pour peut-être pas changer le monde, mais créer ces mini-univers, ces univers qui sont utopiques, c'est-à-dire du grec où négatif est topos, le lieu qui n'existait pas, le pays de nulle part, c'est-à-dire imaginer véritablement un monde meilleur. Et c'est ce qui s'est passé dans Romance de Mars. Et c'est super rigolo parce que je ne pensais pas faire un livre et finalement j'ai fait un livre. Et finalement, j'ai quelque part, bon, même si numériquement ça n'a pas été ma plus grosse vente, mais pour moi ça a été vraiment la plus grande réussite parce que j'ai pas pensé à un éditeur, j'ai pas pensé à un format qui pourrait plaire à un éditeur, j'ai pas pensé à un format qui pourrait se vendre facilement en librairie, etc. J'avais une histoire en tête, je voulais la raconter, c'était important pour moi. Et j'ai foncé en fait, je me suis pas posé de contraintes, je n'ai pas pensé au marché, j'ai juste envie de faire ce qui me paraissait important et ce qui me paraissait juste. Et c'est là que je veux en venir. L'utopie, elle s'est construite à la fois dans ma façon de travailler, dans le monde réel, c'est-à-dire que je parlais de là du changement de paradigme entre le fait de passer à un système de transaction et le fait de passer à un système que j'ai qualifié de délicieusement subversif, mais gentiment subversif, mais je n'ai même pas de nom pour le décrire, mais c'est un autre paradigme. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'univers de Star Trek, là. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour s'épanouir et pas réellement parce que c'est un besoin et qu'il faut absolument rentrer un salaire tous les mois. Et ça a permis, dans ma tête, la liberté de construire les histoires qui allaient avec ça. Mon histoire, c'est des gens qui partent vivre sur Mars, et sur Mars, on a établi une colonie, et dans cette colonie, qui est constituée donc de terriens qui vivent dans des conditions quand même relativement complexes et difficiles, ils partent de zéro.
Et partant de zéro, il décide d'essayer d'éviter de faire les mêmes bêtises qu'on a fait dans la construction de la civilisation sur Terre. Donc il y a tout un propos un petit peu écologique, hein, il y a tout un propos un petit peu politique, on parle de monnaie, on parle de religion, on parle de calendrier, on parle de la façon dont on occupe sa journée aussi. Ma première histoire dans Romance de Mars, que j'avais appelée Chronique martienne au singulier, c'est de là que tout est parti d'ailleurs, c'était une histoire qui partait d'un fait que vous connaissez peut-être, sur la planète Mars, le jour dure presque, c'est un hasard, c'est un hasard qui est généré par des conditions physiques, astrophysiques, le jour dure presque la même durée que le jour terrien, c'est-à-dire 24 heures et, je ne sais plus, j'avais marré, je l'oublie tout le temps, 39 minutes et 35 secondes. Et donc, les colons martiens, ils ont décidé de rester calés pour plein de raisons pratiques sur le jour de 24 heures. On a gardé des heures qui font la même durée, et on dit qu'il y a un temps en plus. D'où cette forme que j'ai inventée, d'une horloge martienne, qui a un cadran sur lequel il y a les 12 chiffres classiques, et donc on fait 2 tours pour faire une journée entière. Et à la fin du deuxième tour, donc minuit, les 2 aiguilles se rejoignent sur le cadran principal, et elles passent la main. Un deuxième cadran, un cadran secondaire, où l'aiguille va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant 39 minutes et 35 secondes, mais il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre parce qu'il n'y a pas de contrainte, c'est du temps libre. Et donc sur Mars, tous les soirs à minuit, les gens ont 39 secondes et 35 secondes pour méditer, pour penser à eux, pour prendre le temps de vivre, pour être avec les gens qu'ils aiment, pour se faire plaisir, pour redonner de la valeur aux choses qui sont importantes par priorité, par exemple, par rapport aux choses qui sont urgentes, etc. Et donc voilà, c'était ce genre de petits événements, micro-événements un peu poétiques, un petit peu décalés, que j'utilisais pour essayer de faire passer des idées qui me paraissent importantes, et puis réaliser surtout cet idéal qui m'a toujours animé, qui est de comprendre ce qu'est l'art, à quoi il sert, comment il fonctionne. Et ça aussi, je pense que c'est une notion, presque même une valeur sur laquelle il me paraît important de communiquer. C'est que, selon moi, et donc, c'est ce qui m'est apparu durant ces quelques 35 années de carrière, l'art est là pour dire les choses pour lesquelles il n'y a pas de mots. C'est-à-dire, l'existence humaine me semble être constituée de plein de choses que l'on peut analyser, que l'on peut quantifier, que l'on peut nommer, que l'on peut comprendre et sur lesquelles on peut discourir, ce que je suis en train de faire. Donc, mais elle est constituée aussi d'une autre moitié de la réalité qu'on ne peut pas quantifier, qui est de l'ordre de l'émotionnel, du sensible, de l'analogique, de l'ineffable, tout ce qui se passe notamment dans le monde des émotions, et qui fait partie de l'être humain. Je veux dire, si on mène une existence où on essaye de supprimer, qu'on essaye de vivre comme Spock, je pense qu'on a vu dans quelques épisodes de Star Trek ce que ça pouvait donner. À un moment donné, la cocotte minute pète, et on réalise qu'on s'est rendu malade à ne pas tenir compte de la moitié de la réalité, en fait. C'est se couper de la moitié de l'univers que de dire qu'il est entièrement analysable, compréhensible par des données quantifiables, ou qu'on peut résumer à un algorithme. Là, véritablement, je veux parler de ces choses que donc on ne peut pas véritablement nommer, mais que l'art peut évoquer. Évoquer, donc c'est un mot un petit peu flou, mais ça correspond à une réalité qui me paraît vraiment essentielle et qui s'exprime peut-être plus facilement par le thème de résonance. Je pense que vous savez que si on fabrique un oscillateur qui va vibrer sur 440 vibrations par seconde et qu'il y a dans la même pièce un violon à peu près correctement accordé, mi, la, ré, sol, la corde de la du violon va vibrer en résonance avec la fréquence émise par l'oscillateur qui va émettre 440 pulsations par seconde, puisque 440 Hz, c'est la vibration du la qu'on peut trouver sur la corde du violon. De la même façon, avec l'art, notamment avec la bande dessinée, mais avec tous les arts, je pense, on peut évoquer des choses, on peut faire vivre aux gens des choses sur lesquelles on ne peut pas réellement mettre de nom, sur lesquelles on ne peut pas véritablement poser d'analyse, mais qui sont des éléments constitutifs de l'être humain et qui ont besoin de vivre, de respirer. Quand on va permettre à un personnage essentiel de l'histoire d'être en colère, d'être indigné, d'avoir peur, de tomber amoureux, d'être heureux, de se poser des questions, etc., si l'histoire est bien racontée,
il va vous arriver la même chose. Vous allez ressentir ça. Ça va être du vécu. Ça va s'enregistrer dans votre cerveau comme une émotion que vous avez ressentie, quasiment comme si vous l'aviez éprouvée à la suite d'un stimulus qui serait arrivé véritablement dans votre existence. Comme si le personnage a peur, et ben c'est comme si vous aviez vu une énorme araignée poilue trottiner sur la table, etc. Vous allez le ressentir également. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce phénomène de résonance. Ce que va vivre le personnage, si c'est bien raconté, si c'est raconté de manière vivante, ça va vivre aussi à l'intérieur du lecteur. Et aussi pour une raison particulièrement intéressante en bande dessinée, qui est que, là par exemple je fais référence aux deux cases qu'il y a là-haut, vous avez une case à gauche, une case à droite, avant, après. Et entre les deux, vous avez cette chose absolument magique, littéralement magique. Je ne parle pas de la magie de Harry Potter, je parle de choses qui se produisent, qui sont effectives, qui sont opératives, qui sont fonctionnelles, qui ont un résultat dans la réalité, et qui proviennent de sources que vous ne pouvez pas véritablement, encore une fois, comprendre, analyser de manière vraiment très rigoureuse. C'est que dans le blanc, entre les cases, qu'on appelle techniquement une gouttière, j'aime pas beaucoup ce mot, mais bon, votre cerveau va inférer, votre cerveau va interpeller les événements. C'est-à-dire qu'il va imaginer ce qui se passe entre avant et après. Ça veut dire que quand vous lisez une bande dessinée, c'est quand même très différent de ce qui se passe, par exemple, quand vous regardez un film au cinéma, où vous voyez les images vous sont rentrées quasiment avec des entonnoirs dans le cerveau, les entonnoirs qui constituent les yeux. Là, vous êtes obligé de vous impliquer, vous êtes obligé d'être actif. Vous n'êtes pas récepteur, vous êtes acteur. C'est-à-dire que quasi automatiquement, votre cerveau va interpeller les événements qui vont faire la jonction entre la case avant et la case d'après. Et donc, vous n'êtes pas simplement en train de feuilleter un dépliant d'une agence de voyage, vous êtes en train de faire le voyage, vous êtes en train de survoler les îles du Pacifique comme si vous y étiez, quoi. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que c'est ça qui va faire qu'on va vivre les choses et pas simplement les recevoir. Vous n'êtes pas récepteur d'un message, et c'est aussi en ça que c'est important, parce que je crois qu'une belle et une bonne œuvre d'art n'est pas une œuvre qui communique un message, qui transmet je ne sais quelle vérité dont l'auteur serait détenteur. Dieu sait que je n'ai pas la prétention de faire une telle chose, mais c'est une proposition, on est encore dans le domaine de l'utopie, voilà, c'est une possibilité d'une réalité, et vous allez vivre ce truc et décider de le faire vôtre ou pas, quoi. Et donc il y a véritablement une action du lecteur dans ce processus. Là, j'évoque vite fait un petit peu le changement aussi dans mon travail, puisque ne travaillant plus du tout avec le monde de l'édition, je me suis mis à devenir extrêmement indépendant. Et puis, je suis parti vivre à la campagne. J'avais plus du tout les moyens de vivre en région parisienne. J'avais plus du tout envie non plus. Alors qu'à l'époque, j'étais là-bas parce que j'étais près des rédactions des magazines, etc. Là, maintenant, je me balade dans la campagne avec mon smartphone. Et puis, quand j'ai une idée de scénario, je l'enregistre sur le dictaphone et tout. Et donc voilà, ça donne ce genre de scène. Ça a l'air d'être une blague, mais ça arrive en vrai. Et voilà, c'était mon propos. Et ce que je voulais dire essentiellement, c'était que ce processus de transformation dans mon travail, qui a aussi transformé ma façon de voir l'art, de voir mon métier et de voir la vie en général, m'a amené à mieux comprendre ce que je pressentais, ce dont j'avais l'intuition au départ, à savoir l'importance de l'imaginaire, l'importance de la croyance, de la foi, devrais-je dire, c'est pas une foi religieuse, mais c'est vraiment une foi personnelle, un engagement personnel, dans la notion de l'utopie, c'est-à-dire que l'imagination, ça n'est pas un truc réservé aux enfants, ça n'est pas un truc réservé aux rêveurs ou aux poètes, c'est avant tout quelque chose que tous les humains ont en eux. Quand je parlais du blanc entre les cases, je voulais vraiment évoquer le fait qu'on est tous créateurs. Il y a des créateurs qui ont des compétences en dessin, ou qui ont des compétences en scénario, etc., qui vont savoir raconter une histoire, mais le lecteur est créateur aussi, il est co-créateur de l'œuvre, puisqu'il va faire tout le travail de ce qui se passe dans le blanc entre les cases. Et c'est à ça aussi que fait appel l'artiste quand il propose une œuvre à son public, c'est qu'il lui dit, voilà, faites aussi travailler votre imagination, participez et co-créer l'œuvre qui, en entrant dans votre cerveau, puisqu'elle n'est pas de nature logique, de nature analytique, de nature quantifiable, elle va toucher la partie de vous qui est sensible, littéralement. Et donc ça va vous permettre de vivre et de participer à ce truc-là. Et voilà, pour conclure,
je voudrais citer les mots d'un héros de la littérature classique que j'aime beaucoup et qui m'a énormément inspiré et soutenu sans le savoir pendant tout ce parcours où j'ai acquis cette indépendance et cette liberté et où j'ai fait toutes ces découvertes. C'est Cyrano de Bergerac, qui, pour moi, est le plus grand apôtre de l'auto-édition, quelque part, et qui a dit ces mots que je trouve absolument magiques. « N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. » Et Modeste d'ailleurs se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles. » Merci.